les gens, on va regarder de Mathilde Panot. Et le titre de l'interview, c'est Détester Mélenchon n'est pas un programme. Est-ce qu'elle va être salée sur la gauche des losers? Allons-y. On va avoir une campagne qui va être très violente et qui va nécessiter aussi que sans cesse on déconstruise les mensonges qui sont dits contre nous. Détester Mélenchon et la France Insoumise, ce n'est pas un programme. Et je trouve que, ils sont toujours d'une violence extrême contre nous, mais ils ont quand même compris qu'il y avait une grosse force populaire derrière nous et donc ils ont peur de nous maintenant. Je trouve que ça enclenche un cercle vertueux qui montre que le peuple est de retour en politique et qu'en fait, on est légitime à le faire. Bienvenue pour un nouvel épisode du Fauteuil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise, Mathilde Panot. Bienvenue sur le Fauteuil. Merci pour l'invitation. Comme d'habitude, on commence le Fauteuil avec toujours une question régulière qu'on a toujours avec nos invités. C'est quoi ton premier moment de politisation? C'est quoi ton premier rapport à la politique? Je pense que c'est d'abord une colère, moi. J'étais très, très en colère de voir qu'on vivait dans un pays aussi riche et de voir non seulement des gens qui dormaient à la rue, qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Et moi, en fait, je suis rentrée par la politique d'abord. Parce que c'est assez rare. C'est un truc qu'on dit souvent sur les insoumis en général. C'est assez rare de voir des insoumis parler d'eux-mêmes et se mettre en récit. Donc la question, c'est à quel point elle va rentrer dans l'intime et le personnel ou à quel point elle va rester quand même dans le discours politique un peu maîtrisé. Or par l'associatif, qui est d'ailleurs une forme aussi d'action politique. Avec d'abord un premier engagement à ATD Quart Monde, donc Agir tous pour la dignité. Et à l'époque, je faisais à la fois du théâtre de l'opprimé, qui vient du Brésil, à Augusto Boal. Okay. Au départ, lui, c'est un théâtreux. Il fait d'ailleurs une pièce sur la Révolution française. Okay. Et donc, il fait cette pièce et puis il se rend compte que le public, quand il termine la pièce, se lève et dit « Ouais, on va aller tout casser, en fait ». Et donc... Incroyable, trop stylé. Je connaissais pas du tout ça, le théâtre de l'opprimé. Sans pédagogie des opprimés, l'objectif principal des techniques de Boal est d'utiliser le théâtre comme moyen d'émancipation et de changement social. Technique la plus spectaculaire est le théâtre forum. Lors de cette représentation théâtrale interactive, le public est appelé à participer de sorte qu'en tant que spectateur, il explore, monte, analyse et transforme la réalité dans laquelle il vit. Ok, je vois un peu le truc. Putain, je connaissais pas. J'ai bien aimé découvrir son origine sur théâtreuse. Oui, de fou. Mais là-dessus, oui, c'est vrai que c'est un truc qui est moins connu chez elle. Alors que c'est vrai que niveau bouquin, théâtre, même littérature et tout, c'est vrai qu'elle est vachement là-dedans. Ça se fait utiliser dans les lores socio-psycho. Bah oui, j'imagine. Même des trucs un peu de pédagogie et tout, de fou. Donc, ça interroge beaucoup sa pratique théâtrale, qui était une pratique théâtrale assez classique. Et à partir de là, il fait ce qu'on appelle donc du théâtre de l'opprimé, que moi je faisais avec des jeunes à Nancy, qui est le fait, par la pratique théâtrale, de savoir comment est-ce qu'on réagit à telle ou telle situation d'injustice. Donc en fait, on fait une scénette avec une injustice, généralement qui vient du vécu de quelqu'un, ou alors on simule une grève dans une usine avec des ouvriers. Et on fait agir, je sais pas, le patron, quelqu'un qui est l'auteur d'une injustice. Et le public peut dire, donc les spectateurs peuvent dire stop quand ils veulent pour prendre la place de quelqu'un. Ok, oui, j'ai déjà fait ça. J'ai pas fait ça moi, mais j'ai déjà assisté à un truc comme ça. Enfin, j'ai pas eu les couilles de dire, d'interrompre. Mais oui, c'est un truc de pédagogie sur des bails de gestion des violences et des micro-agressions. J'avais fait un truc comme ça là-dessus. C'était assez stylé, très théâtreux, très animateur, mais c'était assez cool au final parce que c'était vraiment... Pour moi, c'était plus un outil pédagogique qu'un truc artistique. Ok. Et essayer d'influer sur le cours des... Oui, c'est très éducation populaire, ouais, c'est ça. Ouais. Chose pour dire qu'en fait, on peut changer la manière dont se passent les choses. Donc, je faisais à la fois du théâtre forum, je faisais des bibliothèques de rue dans des quartiers populaires dans les hauteurs de Nancy. Et moi, c'est principalement par là que je suis rentrée dans la politique et puis par des rencontres aussi, puisque j'avais la chance de faire mes études avec un certain Adrien Clouet, que je connais maintenant depuis 20 ans, qui lui était très engagé politiquement. Parce que, donc moi, pendant ce temps-là, je faisais plutôt un engagement associatif. Et il m'a beaucoup tanné avec son engagement politique. Et c'est beaucoup grâce à lui aussi que je suis ici. Adrien Clouet, député de la France Insoumise, qu'on reçoit souvent en médias aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est vraiment les deux potes ever, quoi. Oui, c'est vrai. Dans l'associatif, on a fait beaucoup de culture. En fait, l'idée de ATD Quart Monde, au départ, donc de l'association dans laquelle j'ai commencé à militer, après j'en ai fait d'autres. Mais au départ, ATD Quart Monde, c'est né dans un bidonville à Noisy, donc on est dans l'après-guerre. Bon, au départ, c'est un prêtre qui fonde ça. Et lui, la première chose qu'il fait, qui fait un gros scandale à l'époque, c'est qu'il crée dans le bidonville un salon de beauté. Okay. Et en disant, en fait, c'est ce qui permet aussi aux gens de retrouver leur dignité. Et ATD, c'est pas une association qui distribue de la nourriture, c'est une association qui veut donner les outils aux gens
pour qu'ils puissent récupérer leur vie, être maîtres sur leur vie, donc avec beaucoup d'outils d'éducation populaire, etc. Donc moi, j'ai fait ça longtemps avec eux. On faisait C'est vrai que dans ma tête, ATD Caramonde, c'est les rapports. Mais c'est vrai que j'ai un peu une vision de beaucoup de ces associations de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la précarité et tout. On a beaucoup l'image médiatique, c'est-à-dire que régulièrement, ils sortent des rapports sur la précarité, sur la pauvreté, sur les conditions de vie, etc., etc. Et très souvent, moi, j'ai toujours eu un peu cette image de oui, ok, c'est des grosses machines institutionnelles, un peu en mode c'est des think tanks, tu vois. Et c'est vrai que j'ai beaucoup tendance à oublier que non, en fait, c'est aussi principalement du terrain, quoi. Les universités populaires, je sais pas, par exemple, j'ai travaillé avec des gens des Philippines qui vivaient sous un pont sur les objectifs du millénaire pour le développement. Donc des choses qui sont très loin. Et par exemple, ces gens-là, c'était intéressant parce qu'on leur avait proposé un terrain, parce que sous le pont, ils étaient régulièrement inondés jusqu'à la taille, et on leur avait proposé un terrain au sec. Et en fait, ils étaient retournés vivre sous le pont, ce qui faisait dire à plein de réacs que c'était des gens irresponsables, qu'il fallait leur enlever leurs enfants, etc., etc. Or, en fait, la raison pour laquelle ils n'étaient pas restés sur le terrain sec, c'est que s'ils restaient dans ce terrain, alors leurs enfants ne pouvaient plus aller à l'école, si ce n'est à marcher pendant 5 heures pour pouvoir y aller. Et donc, en fait, ils préféraient dire, en fait, on préfère vivre dans des conditions... Oui, ça fait partie des trucs où les conditions de vie imposées aux gens sous couvert de les sauver, en fait, empirent et sont en mode, en fait, oui, je préfère vivre dans un truc insalubre et que mon fils aille à l'école que, oui, je vois le truc. Qui sont déplorables. Et que nos enfants puissent avoir un avenir plutôt que le contraire. Et du coup, c'était assez intéressant. Et donc, en fait, il y avait beaucoup de choses qui passaient par la culture, effectivement. Et c'est un engagement qui m'a beaucoup appris, y compris sur... là, par exemple, on parle souvent des... Mais d'ailleurs, c'est pas pour rien aussi que Mathilde Panot, elle a beaucoup insufflé ça aussi à la France Insoumise. Les caravanes, les fameuses caravanes populaires, c'était elle qui les avait lancées en 2016. Et c'était vraiment son projet, etc. Je me rappelle à l'époque, c'était le moment où moi je l'avais rencontré, où c'était vraiment un côté en mode... tu voyais le vieux qui était vraiment en mode, vas-y, j'étais venu aux toutes premières caravanes. La toute première, elle était à Belleville, c'était un peu le truc de lancement. Et puis, il y avait un petit moment où il parlait à la presse avant de lancer le truc, etc. Et il y avait un truc, c'était un peu, pas mignon, mais tu sais, il y avait vraiment le truc où tu voyais vraiment que le vieux était en mode, allez, vas-y, parle, Mathilde. Et Mathilde qui était encore un peu dans le truc de, je sais pas trop, un peu de ces sentiments un peu d'illégitimité. Et en même temps qu'elle était en train de lancer le truc qui est maintenant hyper connu, qui est vraiment une des marques de fabrique de la France Insoumise, les caravanes. Et t'avais vraiment ce truc où tu voyais progressivement comment elle arrive avec ses méthodes qu'elle a expérimenté, découvert et pratiqué dans le monde associatif, dans le monde de l'éducation populaire, etc. Et en même temps, on lui fait confiance pour organiser un gros truc voué à être déployé un peu partout en France. Et c'était assez marrant de voir un peu cette période-là, quoi. Elle va en parler des caravanes. Ok. Je me rappelle d'un vieux On n'est pas couché où elle débarque avec Bompard où ils sont tout jeunes, j'arrive pas à le retrouver. C'est On n'est pas couché 2016, lorsque Mélenchon annonce sa candidature. 2016, et c'est à la toute fin. Oui, il y a un extrait qui a tourné récemment. Manuel Bompard, directeur de campagne. Je trouve que Jean-Luc Mélenchon fait appel à notre raison. Il n'essaye pas de construire ou de constituer Olmateux, la raison, tout de suite. un club de supporters. Il essaye de faire avancer les gens, de les convaincre, de construire un peuple mobilisé, conscient, instruit. Et voilà, cette dimension-là, elle me séduit. Et puis une deuxième dimension qui est cette dimension de permettre à chacun d'agir dans cette démarche. Vous savez, on a un site internet, jlm2017.fr, où chacun s'inscrit. Directeur de campagne, il se rappelle qu'il faut dire le nom du site. Contribue, et chacun devient acteur de la campagne. Il n'est pas seulement spectateur. Mathilde Panot. Oui, non, moi je suis surtout là parce que moi je suis militante associative depuis 9 ans. Et parce qu'aujourd'hui, quand on parlait du prix du malheur tout à l'heure et des chiffres en ce moment sur comment est-ce que le système fonctionne, on voit aujourd'hui que c'est absolument plus possible quand on est dans les quartiers populaires notamment. Il y a quand même 10 ans qui se sont passés, bah oui, les gens ont changé. Elle a progressé en prise de parole, bien sûr, mais oui, tu voyais encore, bien sûr. Mais comme l'exercice, pour moi, c'est vraiment la leçon numéro 1. C'est, vous voyez beaucoup de gens qui sont aujourd'hui députés, qui s'expriment bien, etc., à la tribune, etc. Tu les regardes en 2016, ils étaient encore hésitants, ils étaient encore timides, avec le sentiment d'illégitimité, etc., etc. Et ça montre que la politique, c'est de la pratique. Genre, si vous êtes en mode « Ah, moi, j'oserais pas parler, etc. », c'est de la pratique. Il faut se faire un peu violence au début, et en fait, il y a que en
Il y a que en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. J'ai beaucoup travaillé, on a fait une caravane là cet été. Oui, la coupe de cheveux, elle est hyper stylée, oui. Qui a été dans les quartiers populaires aussi. La vie des gens aujourd'hui n'est plus possible. Quand vous voyez une retraitée qui gagne 87 € par mois, quand vous voyez que depuis le bilan Sarkozy puis Hollande, c'est qu'il y a un chômeur en plus toutes les 2 minutes depuis 2 ans, qu'il y a 12 personnes par heure qui sont tombées dans la Je me rappelle, il y avait écrit ça sur les tracts. pauvreté depuis 10 ans, une école fermée chaque jour depuis 10 ans. À un moment, il faut dire ça suffit quoi. Ça Il y suffit. avait des petits autocollants thématiques où on collait ça partout. Une école fermée, leur bilan. Je vote, il dégage. Incroyable. Oh là là, 2016. Ah, les souvenirs. Ah. Mais oui, Mathilde Panot à l'ancienne, bien sûr. Ça, il y a eu du chemin depuis. Hein. C'est des personnes, mais en fait, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que pour sortir de la pauvreté en moyenne en France aujourd'hui, il faut 6 générations. Et moi, je me rappelle, par exemple, à Nancy, avoir croisé des jeunes qui, par exemple, quand ils te parlent, ne te regardent plus dans les yeux. Et en fait, ça, c'est des choses qu'ils ont appris de leurs parents. Parce qu'en fait, à force d'être tout le temps méprisés, ils préfèrent ne plus regarder. Donc, en fait, tu leur parles et ils ne te regardent pas. Par Oui, pour pas être confronté. peur d'y lire du mépris, alors que... C'est ultra deep ce qu'il raconte là. Et parce que ça me fait penser aux profs. C'est en mode, regarde-moi dans les yeux quand je te parle, regarde-moi. Et justement, les profs, ça les trigger de fou, les élèves qui regardent pas dans les yeux. Et t'es un peu en mode, bah oui, mais en fait, c'est humiliant quoi. Genre, oui, de fou. Merci, Service Tullius. Elle parle de l'autisme. Non, elle parle de l'intériorisation de la honte sociale qui fait que les gens regardent pas dans les yeux parce qu'ils veulent pas se confronter au mépris qu'ils vont y trouver, quoi. Ou qu'ils s'attendent à y trouver. Très clairement, moi, j'étais dans la même assoce qu'eux. Enfin, je veux dire, on se voyait depuis longtemps. J'ai milité avec eux pendant 2 ans. Donc, il n'y avait pas de problème a priori. Mais c'est juste que dans les corps, en fait, que la pauvreté, elle s'ancre. Et ouais, ça m'a beaucoup appris, cet engagement militant-là. On va accélérer la vitesse pour parler de la France Insoumise. Tu fais partie des fondatrices du mouvement. T'es pas passé par un système... Mes collègues regardent pas la patronne dans les yeux, ça me met hors de moi à chaque fois. Bah, il y a de ça, hein, c'est ça. Hein. Après, évidemment, c'est compliqué de réapprendre à regarder dans les yeux et à soutenir le regard. Surtout quand la personne peut avoir littéralement un truc de vie et de mort sur toi, tu vois. Donc, ouais. Mon grand-père, quand il s'énervait, il me disait baisse les yeux quand je te parle. Ouais, bah oui. Mais ça, c'est le truc de la domination, du coup. En fait, ça maintient le truc dans la domination, mais je vois le truc un peu plus culturel où c'est pas juste l'intériorisation de la pauvreté, c'est aussi le schéma de la soumission à l'autorité, que ce soit l'autorité parce que la personne est plus âgée, que ce soit parce que c'est le prof. T'as pas fait le truc de Sciences Po l'ENA, quoi, enfin de parcours classique qui emmène du Parti Socialiste au reste. Et c'est quoi ton point d'entrée? Comment ça se fait? C'est quand le moment où tu passes justement de cet engagement associatif à la fondation de la France Insoumise? Alors, j'ai quand même fait un parcours un peu classique, puisque j'ai quand même fait Sciences Po. Oui, c'est ce que je me disais, oui, elle a quand même fait Sciences Po, oui. Et à Sciences Po, il y a quand même plein de gens, moi je me rappelle... Oui, c'est la mafia Sciences Po. Moi, c'est aussi comme ça que je l'ai rencontré, c'est via la mafia Sciences Po des Insoumis, quoi. D'une nana que j'avais rencontrée qui me disait, je ne comprends pas pourquoi en France, elle venait d'un lycée français, elle, à l'étranger, je ne comprends pas pourquoi en France vous vous plaignez avec un SMIC à 3 000 €, quand même c'est pas mal. Je lui ai dit, le SMIC à 3 000 €, je te le prends direct. Une forme de déconnexion. Et en vrai, je le dis un peu en rigolant, mais de violence aussi, que moi j'ai vécu... à Sciences Po. Et en fait, le moment où moi je bascule... Elle fait le même master que toi. Bah oui, c'est ce que je me disais. Oui, j'étais en mode, mais oui, elle a fait Sciences Po. Je comprends pas la question du journaliste. Mais oui, elle a fait Relations internationales. Je crois que... Je sais pas si c'était encore déjà fondu dans l'école doctorale, mais c'était le même... ouais. Les camarades avec qui je militais faisaient le master RI. Moi, j'ai fait le master RI. C'était un peu... Pendant un moment, c'était un peu le master de la pipeline insoumise. Je bascule pas, parce que je fais pendant très longtemps les deux, engagement associatif et engagement politique. C'est le moment où justement j'arrive à Paris pour le master. Donc à Sciences Po Paris, et que là je m'engage, à l'époque c'était dans le front de gauche Sciences Po, et dans les campagnes, la campagne notamment présidentielle de 2012 de Jean-Luc Mélenchon. Et donc c'est à ce moment-là que je commence à faire des réunions politiques, de l'action politique, avec une forme de violence aussi au départ, je le dis, parce que à l'époque, on va dire que particulièrement à Sciences Po, il faut imaginer qui est à Sciences Po. Il y avait par exemple dans les camarades qui militaient avec nous des gens qui connaissaient l'ensemble des groupuscules d'extrême gauche dans le monde, ce qui peut être très intéressant quand quelqu'un... Mais là-dessus, en vrai, c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment été à l'école Mathilde Panot, parce que c'est vraiment ce que je dis tout le temps, c'est vraiment les gens qui parlent des groupuscules d'extrême gauche, de machin. Tu prends la première fois un verre avec des militants, t'es en mode trop bien, j'ai rencontré des gens qui militent, peut-être que ça va me donner envie de les rejoindre, etc. Peut-être que je vais bien entendre avec eux. Et ils te font des trucs sur, ah bah oui, la scission, et puis Kronstadt, et puis machin.
machin, et puis truc, genre franchement c'est d'une violence terrible, et c'est là que je vois vraiment, je comprends mieux pourquoi j'ai été autant à l'école Mathilde Panot, c'est je pense que elle a dû capter ce truc que ouais t'inquiète on est ensemble, et pourtant je pense qu'on vient pas du tout du même milieu social, hein. Littéralement ce que Mélenchon décrivait quand il a commencé à militer à la fac, mais j'ai l'impression que c'est un ethos très, enfin c'est un truc qui se transmet beaucoup chez les insoumis, ça. Le truc de vous nous faites chier avec votre folklore de gauchiste. Et pourtant, je suis devenu ce mec qui fait chier tout le monde avec le folklore de gauchiste. Moi-même, je rigole des Mao et des trotskistes, etc. Je suis pas aussi pire que Raz, mais c'est un truc que tu chopes avec le temps. Mais enfin, faut savoir s'en détacher, quoi. Ça, le souvenir de se faire regarder de haut parce qu'on connaît pas telle branche dissidente des FARC. Ah ouais. Mais qui peut être aussi extrêmement excluant lorsqu'on ne vous explique pas. Et en fait, on était assez peu de nanas à l'époque au Front de Gauche Sciences Po. Ça s'est amélioré petit à petit. Mais je me rappelle que ma première réunion, j'avais dit à Adrien Clouet, justement, enfin, genre, je suis pas sûre de revenir. Où est-ce que tu m'emmènes? Et je suis restée par fierté mal placée. Mais c'était bien. Non, bien placé. Fierté bien placée. C'est pas de la fierté mal placée. Quand t'es la seule meuf dans le groupe de mecs, vouloir rester, c'est de la fierté bien placée. C'est en mode, je mérite d'être là. Genre, c'est pas parce que vous êtes tous des médiocres entre vous et que vous entresucez que moi j'ai pas ma place là-dedans aussi. Moi, je suis moins médiocre que vous parce que je vais faire le double de votre taf. Bref. Et heureusement qu'elle est restée, oui. On aurait pu rater Mathilde Panot à cause des enfants de prof, t'imagines? Oh, terrible. De rester parce que, y compris. En fait, bon, l'associatif, ça m'a beaucoup appris. J'ai adoré mon engagement associatif. Après, il y a quand même un moment où vider la mer avec sa cuillère, c'est fatigant. Et on a envie que ça change pour tout le monde. Et moi, c'est principalement pour ça que je me suis lancée dans le combat politique. C'est parce que j'avais envie que ça change vraiment. Oui, c'est ça. C'est pas en mode genre, oui, l'associatif, c'est génial, c'est super, tout le monde devrait en faire. Enfin, elle dit que c'est quand même un mode de militantisme comme un autre, mais elle est en mode, bon, ça suffit pas, quoi. C'est à un moment, t'arrives quand même à un mur et se pose la question de passer à la vitesse supérieure, quoi. Tout en te disant qu'il y a quand même, c'est quand même important qu'il y ait des gens qui continuent de tenir la baraque dans les assos. Mais bonne chance pour résister à la frustration et au dooming côté fourmi du militantisme associatif, hein. Parce que je pense que c'est quelque chose qui freine beaucoup de gens à aller en politique, c'est le côté première réunion, on te bombarde d'infos, Oui. et t'as l'impression que tout le monde maîtrise, et tu dis mais c'est pas ma place, moi je connais Oui. pas la théorie post-marxiste Là, hier, je voyais les jeunes insoumis, je leur ai dit, soyez inclusifs et inclusives, parce qu'il y a plein de gens, rien que passer la porte de la réunion, Oui, c'est compliqué. sûr. Alors, se retrouver dans des discussions où on comprend rien et où personne vous explique parce que c'est considéré comme normal, vous devez avoir tout lu, vous devez avoir... Et puis il y a un truc de concurrence, surtout chez les jeunes. Moi, c'est pour ça que j'aime pas les jeunes. Enfin, c'est pas que j'aime pas les jeunes. J'aime pas les orgas de jeunes. Ça, c'est un truc que j'ai toujours détesté dans les orgas de jeunes. C'est que c'est pas uniquement qu'on t'explique pas. Limite, je trouve qu'on m'a plus expliqué quand c'était des vieux, parce qu'en plus, les vieux, ils aiment bien parler, que quand c'était des jeunes. Parce que les jeunes, c'est des prouveurs. Ils se regardent tous un petit peu en coin. Et on va pas se mentir, surtout quand t'es un parti qui commence à s'institutionnaliser de plus en plus, ils réfléchissent à pour quel député ils veulent bosser. Ils se projettent énormément dans la carrière politique dans les orgas de jeunes. Beaucoup plus que dans les groupes d'action un peu plus classiques, lambda et tout. Et ça fait que ce genre de violence sociale, tu le subis d'autant plus qu'il y a un effet de concurrence un peu et qu'on va pas t'expliquer. Alors on va pas t'expliquer déjà parce que ils ont conscience qu'ils comprennent les choses qu'à moitié et que c'est juste une petite distinction de dire un truc péremptoire en sachant que la personne n'y comprend rien parce que toi non plus, t'y comprends pas grand chose, mais tu sais que t'as suffisamment d'assurance pour la dire. Ça c'est vraiment le gros tabou des jeunes militants, c'est que ils savent qu'ils sont plus ignorants qu'ils ne le paraissent, mais ils veulent surtout pas montrer qu'ils le sont. Bref. Et exactement, c'est pour ça que les gens nous quittent après la première réunion. Bah oui. Et en vrai de vrai, moi, c'est auprès de gens un peu plus âgés que j'ai vraiment appris des bails d'histoire politique et d'histoire militante. Parce qu'en fait, les vieux, ils voient des jeunes, ils sont en mode ah, j'ai envie d'en parler, etc. Vous y comprenez rien. Mais c'est pas juste vous y comprenez rien, c'est nul. C'est en mode, il y a pas le truc de concurrence qui fait que ils vont pas t'expliquer, ils vont gatekeep le truc. Ils vont vraiment te le partager parce qu'ils ont besoin aussi d'être entendus. Il y a un besoin de reconnaissance aussi un peu plus chez les vieux qui vont beaucoup plus interagir avec toi. Bon, peut-être que tu pourras pas trop débattre avec le vieux, peut-être qu'il va pas te laisser en placer une et que machin, mais au moins t'auras appris des trucs plus que chez les jeunes qui vont dire comment ça tu connais pas ça. Bref. Aussi une volonté de pérenniser leur volonté de militance. Ouais. Oui, et du coup être terrifié de tomber en disgrâce parce que t'auras dit un truc un peu trop hasardeux, un peu trop aléatoire, que t'es passé dans la ligne, etc. Et du coup, je trouve que les jeunes s'autorisent beaucoup moins à avoir tort parce qu'ils sont persuadés que s'ils ont tort, c'est fini de leur carrière politique et de leur vie militante, quoi. Et il y a une peur de se faire sortir du milieu aussi parce que beaucoup les jeunes, quand ils se socialisent dans les milieux militants, notamment dans les orgas de jeunes, les syndicats étudiants, etc. Il y a un côté très ami, c'est-à-dire que ton groupe de potes avec qui tu milites, ton groupe de gens avec qui tu milites, c'est aussi ton groupe de potes. Et du coup, il y a un petit peu une confusion entre ton groupe amical, ta sociabilité amicale et ta sociabilité militante. Et du coup, t'as peur que perdre l'un, et souvent c'est le cas un peu, perdre l'un revient à perdre l'autre. Perdre ton standing militant revient à perdre ton groupe d'amis. Et du coup, ça fait des jeunes qui sont terrifiés et qui n'arrivent même plus à imaginer leur vie hors du monde militant. Moi, ça m'est arrivé, c'est un peu pour ça que j'ai un peu drop et que je me suis éloigné du militantisme
partisan. C'est pas la seule raison, hein, c'est aussi que je commençais à streamer, mais je sais que quand j'ai commencé à streamer, j'avais un petit peu cette angoisse-là de perdre mes amis. Et en vrai, non, enfin, je les ai pas perdus, mes amis, je les ai gardés, tu vois, on continue de rester potes, on va prendre des verres parfois, bon, j'ai pas trop le temps le soir maintenant du coup, mais vraiment cette terreur-là de perdre ce qui avait été tout mon milieu social, tout mon milieu amical pendant des années, ça m'a mis du temps à me dire qu'il y avait un monde au-delà de ça, quoi. Donc, ouais, ayez des potes hors du monde militant. En plus, ça vous garde les pieds sur terre aussi, parce que entre militants, on devient très très vite hors sol. Et ouais, et même si vous avez plein de potes dans le monde militant, c'est pas l'alpha et l'oméga de votre vie. Et voilà, quoi. Et au pire, vous pouvez les garder même si vous arrêtez de militer, en fait. Perso, j'ai fui les groupes militants liés à des partis parce que c'est impossible de rentrer dans leur cercle et le jugement sur tout ce que tu dis parce que t'as pas les bons mots alors qu'on est des gauchos, c'est trop douloureux. Ouais, bah ouais, hein. Ça c'est encore un truc. Je veux pas dire que la France Insoumise ils sont parfaits là-dessus parce que ce serait mentir, quoi. Et je pense que on a beaucoup tendance à dire que l'ILB c'est super et que le truc de la formation continue de l'ILB c'est trop bien parce que ça permet de former des cadres. C'est le critique des cocos. Oui, vous avez pas d'espace de formation, etc. C'est bon, maintenant on a un espace de formation. Mais pour avoir discuté avec des gens qui faisaient qui étaient dans les formations continues de l'ILB, déjà t'as une division entre vieux et jeunes qui parfois était mal vécu par des gens avec qui je parlais. Et aussi, bah, ça crée un effet de ressentiment et de concurrence, quoi. C'est-à-dire que un tel a plus de pertinence à parler dans cette réunion parce qu'il fait partie du cursus continu de l'ILB et pas moi. Et du coup, une espèce de ressentiment et tu finis par détester les gens pour rien, quoi. Juste parce qu'ils sont dans ce truc-là un peu plus intello et que du coup, ils sont plus éloquents parce que ils ont suivi des cours, quoi. En fait, forcément, quand tu fais monter des cadres, et c'est nécessaire de faire monter des cadres quand t'es un parti un peu institutionnalisé, mais du coup, bah, ça crée ce truc-là auquel aucun parti échappe, quoi. Et c'est un truc sur lequel il faut constamment réfléchir, surtout quand t'es en responsabilité dans des orgas de jeunes. Et globalement, ne pas rester dans les orgas de jeunes. Vraiment. Voilà. Ça fait des effets de hiérarchie interne un peu bizarres. Bah ouais. Moi, à l'époque, je me rappelle, quand j'ai commencé à militer à la France Insoumise, j'avais un petit peu ce truc vraiment anti-orgas de jeunes, etc. Ce qui fait que je me suis jamais rapproché des jeunes du PG. Et en vrai, je pense que ça fait que j'ai eu une entrée dans le monde militant qui était probablement plus agréable que beaucoup de monde, finalement. Mais aussi parce que j'étais entouré de gens qui avaient cette même méfiance-là et qui avaient ces mêmes obsessions-là, quoi. C'est extrêmement difficile de se prémunir de la bureaucratisation de la reproduction sociale endogame pour un parti politique. Ouais, de fond, hein. Je suis vraiment en réunion de GA où je suis obligé de me censurer pour éviter d'écraser la réunion. Ouais, bah ouais. Hein. Et en même temps, c'est parce qu'en fait, je pense que ça te donne une responsabilité, du coup, d'utiliser ton savoir, non pas pour être professoral, mais pour encourager les autres à se rendre compte qu'ils ont aussi du savoir et du savoir-faire, quoi. Donc et en même temps, bah, c'est compliqué parce que parfois, il y a aussi un effet de déférence. Des gens qui sont en mode non, mais vas-y, parle, parce que naturellement, ça te confère une autorité naturelle aussi. Donc bon, il y a un peu, c'est un équilibre permanent à chercher, quoi. Mais ça, c'est la vie quotidienne d'une orga politique. Mais en tout cas, oui, très très réel ce qu'elle raconte la Mathilde. Explique parce que c'est considéré comme normal, vous devez avoir tout lu, vous devez avoir... Et en fait, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui partent aussi à cause de cela. Et là, on est quand même dans une campagne présidentielle. Une campagne présidentielle, c'est un moment qui est extraordinaire à vivre comme militant et militante parce que c'est le moment où le pays se politise massivement. Ah, et aussi que les orgas de jeunes se constituent beaucoup au niveau des centres universitaires et que les orgas de jeunes ne sont pas du tout représentatifs d'une quelconque diversité sociale. C'est des orgas étudiantes, en fait. C'est pas des orgas de jeunes. C'est l'autre problème. Et à chaque fois qu'il y avait des jeunes prolos qui n'étaient pas dans le milieu étudiant, qui essaient de se rapprocher des orgas jeunes, à chaque fois, ils partaient. Extraordinaire à vivre comme militant et militante parce que c'est le moment où le pays se politise massivement, où les gens s'intéressent aux choses. Et donc, du coup, c'est le moment où justement, il faut donner toutes les conditions à tout le monde de pouvoir s'investir comme il ou elle le souhaite. Cette campagne, elle va s'articuler aussi sur le rapport aux médias. Et globalement, on a l'impression qu'il y a l'Empire Bolloré, mais il y a aussi tout le reste des médias plus modérés qui France Info avec les putains de droitards qui se font passer pour des gens modérés. Ah. À son agenda, on le voit dans les recrutements de France Info qui va aller chercher des anciens chroniqueurs de CNews. Oui. Qui d'ailleurs disent restez sur CNews quand ils sont sur la chaîne du service toujours public. Les réflexes. Bon. Toujours les réflexes, ouais. Comment vous vous préparez à ça ? Est-ce que la stratégie des nouveaux médias justement fait partie de ce process, de cette réflexion ? En tout cas, nous, ça sera une des premières choses dont on s'occupera quand on sera au pouvoir. Je commence par la fin, quand on aura gagné. C'est qu'il faut absolument déconcentrer les médias. Ça, c'est une urgence démocratique. Les Vieux Insoumises, ma première campagne, je suis ultra hype et optimiste, mais du coup, je me demande si ça se passait si bien les autres campagnes. Il n'y a aucune autre campagne qui s'est passée aussi bien dès le début. Si, peut-être 2016, mais 2016, on était vraiment... 2016, il y avait un début optimiste, mais on était tellement inconnus au bataillon que c'était beaucoup de travail pour rien que dire qu'on existait. Là, les gens savent qu'on existe, et en plus, on fait un super début. Début de campagne 2022, c'était atroce. 2016, ça démarrait si lentement. Ça démarrait lentement, mais t'avais un peu les caravanes, t'avais des trucs à faire, mais c'est clair qu'il n'y avait pas
de raisons d'avoir autant d'enthousiasme qu'aujourd'hui, quoi. Donc là, c'est le meilleur démarrage de campagne qu'a jamais fait la France Insoumise. Comment ça, c'est atroce en 2022 ? 2022, la campagne a commencé donc en 2021, on était encore sous Covid. T'as eu les tentatives de meeting en ligne. T'as eu aussi beaucoup une absence un peu de débat, de débat médiatique, avec beaucoup la guerre en Ukraine aussi qui a beaucoup monopolisé du temps de parole, ce qui est en soi logique, mais ce qui a fait que ça a un peu été le prétexte aussi pour Macron de pas faire campagne et de rester sur son truc de on a besoin d'un homme présidentiel, en plus qui sortait du Covid en mode on a géré une crise, etc. Donc 2022, j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a quasiment pas eu de campagne. Non, 2022, c'était ce qui a bien lancé la campagne 2022, c'est le débat versus Zemmour. Oui, c'est le débat Zemmour qui a vraiment lancé la campagne, mais après c'est très vite retombé. En fait, en 2022, c'est difficile de garder des dynamiques constantes. Là où en 2016-2017, il y avait des dynamiques qui étaient un peu plus lisibles. 2022, c'était très assuré en vrai, la campagne. Mais en vrai, là, on fait le meilleur démarrage. Absolue, et puis y compris une urgence sociale pour les journalistes qui y travaillent aussi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, évidemment, vous avez vu que ça a fait hurler et pleurer nombre de médias, le fait que Jean-Luc Mélenchon fasse maintenant régulièrement des conférences avec les nouveaux médias, qui est une manière aussi de leur donner à la fois de la visibilité, mais aussi de contourner un peu l'officialité médiatique, sur lequel on continue d'aller, mais qui sont de plus en plus des gardes à vue médiatiques, avec, on a vu des mensonges répétés, effectivement un alignement sur l'agenda de l'extrême droite de plus en plus. Et donc, on a besoin de trouver des espaces pour contourner tout cela, d'autant que cette campagne présidentielle, en plus de cette mainmise encore plus forte des milliardaires sur l'information, elle va avoir je dirais pas une nouveauté, mais une difficulté supplémentaire qui va s'accroître encore, c'est la question des ingérences étrangères. On a vu là dans les élections municipales, et ça a été encore confirmé récemment, que donc il y a eu des ingérences étrangères confirmées qui viennent directement d'Israël sur les campagnes municipales de Sébastien Delogu, de François Pigmal ou encore de David Guiraud, pour donner un exemple de ce que ça donne, parce que pour beaucoup ça a été des raids numériques. Et ça là-dessus, encore une fois, avec le scandale de Macron qui au début veut rien faire, fait un rapport complètement caviardé, donc on a la moitié du rapport en fait qui est disponible au final, parce qu'ils veulent pas trop que le fait qu'on découvre que la France Insoumise ait subi des ingérences étrangères ne nous serve. Et t'es en mode, en fait, ouais, mais ça marche pas comme ça, en fait. Ça parce que, oh non, mais en fait, ils risquent d'utiliser ça comme argument, et en fait, les gens risquent d'avoir de la sympathie pour eux. Peut-être que les gens auraient raison d'avoir de la sympathie pour nous, du coup. Bref. Peut-être que ça les arrange, mais bien sûr que ça les arrange. Au fond du fond, ces campagnes de déstabilisation les arrangent largement, bien sûr. Et par exemple, Sébastien Delogu avait, dans les rues de Marseille, des affichettes qui étaient collées d'une certaine Sophie qui affirmait que Sébastien Delogu l'aurait violée. Et ça, c'était l'ingérence étrangère qui vient directement de proches de Netanyahou, dont on essaye de remonter la piste. Donc, je veux dire, ça a vraiment des effets qui sont extrêmement graves et qui vont faire qu'on va avoir une campagne qui va être très violente et qui va nécessiter aussi que sans cesse on déconstruise les mensonges. J'ai envie de m'engager en tant que militante insoumise à Toulouse, mais j'ai 40 ans et ma culture politique est très récente. Dernière solution, vous pensez que ça peut quand même le faire ou pas ? Mais bien sûr. Et encore une fois, tu vas vraiment... Il n'y a pas de diplôme qui est demandé pour militer. Beaucoup de tes connaissances se feront aussi sur le terrain et dans tes expériences. Et fais confiance à tes instincts aussi. Et ne laisse jamais personne te dire que t'es moins légitime parce que t'as moins de culture politique. Au contraire, t'es là pour apprendre autant que les gens qui prétendent en savoir plus que toi. Donc en vrai, vas-y, go. Ils sont dit contre nous. Alors je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant qui s'est passé dans les élections municipales, notamment suite à la violence qui s'est déployée contre nous. On avait plusieurs épisodes de violence, mais notamment suite à la mort de Quentin Durand. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, peut-être que certains comprennent que les médias, c'est pas la vraie vie. Et qu'il y a plein de gens qui ne croient plus l'officialité médiatique lorsqu'elle nous qualifie ici d'assassins, ici de racistes, ici, etc., etc. Mais du coup, ça fait un cocktail bizarre où les gens font pas confiance aux médias, mais les médias gardent quand même une immense mainmise sur l'agenda politique. Et du coup, la fonction des médias de tribune politique est neutralisée aussi en même temps. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Vraiment, il y a des gros... Médiatiquement, cette campagne est probablement la plus imprévisible qu'on aura jamais vue. Après, j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année. Mais dans le rapport aux médias, aux déstabilisations via les réseaux sociaux, c'est ça... Waouh, ça va être très peu prévisible cette campagne là-dessus. C'est évident qu'on a une difficulté qui est immense et que donc il faut non seulement déployer du terrain, mais aussi déployer un démontage des mensonges qui sont dits sur nous en continu. Et donc en général, il ne faut pas croire ce qui est dit sur nous à la télé. On va revenir sur ton parcours, c'est un petit aparté sur les médias. Tu prends la tête du groupe parlementaire en 2022, dans ce même contexte d'attaque, parce que les attaques médiatiques... Elle était déjà vice-présidente en 2017. Présidente du groupe parlementaire, c'était Mélenchon, elle était vice-présidente, et elle est devenue présidente
vice-présidente du coup en 2022, ouais, c'est ça. Comment tu l'as vécu? Tu étais prête à ça? Comment ça se passe la gestion de ce groupe parlementaire? Comment tu t'es retrouvé à ce degré de responsabilité? Alors, j'étais prête et pas prête. Bon, de toute façon, on a tous appris sur le tas. Il faut se rappeler que la France Insoumise, elle rentre pour la première fois à l'Assemblée nationale en 2017 seulement. Et qu'en 5 ans, on a quand même multiplié par quasiment 5 notre nombre de députés. Donc, avec des gens qui n'ont jamais été élus pour un grand nombre d'entre eux. C'était par exemple mon cas. Et qui donc, apprennent plein de choses sur le tas. En même temps, je dis j'étais prête aussi parce que depuis 2019, en fait, j'étais vice-présidente du groupe. Donc, en fait, je gérais déjà beaucoup de choses du groupe. Moi, la plus grande fierté que j'ai dans le groupe parlementaire, je le dis souvent, mais pour moi, c'est la chose la plus importante qu'on a réussi à démontrer en étant à l'Assemblée nationale, c'est d'abord que tout le monde peut faire de la politique et que même on en fait mieux que celles et ceux qui s'y croient prédestinés. Quand on est arrivé à l'Assemblée, mais il faut imaginer le niveau de... C'est ce qu'on voit avec le avant-après. Le avant-après qu'on a vu avec On n'est pas couché, quoi. C'est le truc de... Oui, apprendre sur le tas, c'est le cœur du truc, quoi. Les prix qu'on avait à notre rencontre, je me rappelle, alors il y avait Caroline Fiat, première aide-soignante élue à l'Assemblée, qui était la députée Bac-2, Jean-Hugues Ratenon, qui était au RSA, activité député de La Réunion, qui pose une question au gouvernement sur l'augmentation de la pauvreté dans notre pays, et le Premier ministre lui répond, ou le ministre, je ne sais plus, lui répond en disant « De toute façon, vous ne dénoncez pas la misère, vous en vivez ». Ah oui, je me rappelle de ça, c'était atroce. La façon dont ils ont traité Ratenon, c'était atroce. Mais Quatennens aussi, le député call center, Caroline Fiat, Bac-2, enfin genre franchement, c'est... Non, ouais, c'était vraiment atroce. C'était vraiment il y avait un mépris de fou qui était... Et il faisait même pas semblant de le dissimuler, mais c'était aussi le moment parce que quand les Insoumis sont arrivés, c'était aussi la première génération de macronistes en face. Et les macronistes qui venaient tous d'assurance, de machin, qui venaient vraiment tous de la fameuse société civile qui est en fait juste le monde du privé, l'enfer, quoi. Qui se retrouvaient députés, déjà ils avaient le seum d'être moins payés qu'ils l'étaient dans le privé, quoi. Ils étaient vraiment... Et oui, pas de la poissonnière et tout. Enfin, il y avait vraiment un truc où t'avais une rencontre et un clash en termes de classe sociale entre le groupe macroniste et le groupe insoumis. Alors que le groupe insoumis était vraiment tout petit. Il y avait quoi? Il y avait 17 députés, il y avait 15 députés, je sais pas, 15, 16, 17, je sais plus. Mais oui, t'as vraiment eu une opposition où vraiment les insoumis étaient identifiés comme l'ennemi de classe, quoi. Des choses, mais qui étaient hallucinantes. Et je trouve que, ils sont toujours d'une violence extrême contre nous, mais ils ont quand même compris qu'il y avait une grosse force populaire derrière nous, et donc ils ont peur de nous maintenant. Et je trouve que le fait d'avoir eu, et d'avoir toujours, alors je disais une aide-soignante, une ouvrière agricole, Mathilde Ligné, qui est élue actuellement, un chauffeur de taxi, enfin plein de... Rachel Keke, qui est élue de 2022 à 2024. Je trouve que ça enclenche un cercle vertueux qui montre que le peuple est de retour en politique et qu'en fait, on est légitime à le faire. Et je pense que ça, c'est un message qui est très, très important, notamment dans un moment où... Et en plus, pour si peu, enfin, je veux dire, on peut vraiment se féliciter du bond de représentativité qui a été fait avec le groupe insoumis, mais tout en soulignant le fait que c'est toujours pas assez et que même le peu qui a été abattu par la France insoumise en termes de faire monter des députés qui ne viennent pas du sérail, qui viennent de milieux ouvriers, de milieux populaires, etc. Rien que ça a suffi pour les faire câbler. Rien que ça a suffi pour qu'ils montrent leur mépris crasse. C'est là, enfin, ça où tu vois que c'est vraiment genre, les dés ils sont pipés, quoi. Genre, on a eu de cesse de dire aux gens... Oui, et déjà le peu qu'on fait, c'est à des années-lumière des autres partis, oui, genre c'est... Bref. Il cherche un représentant TDS. gens, qu'ils étaient dépolitisés, notamment aux gens des quartiers populaires, ce qui est insupportable à entendre. Ce serait un sacré coup, n'empêche. Et deux, qu'en fait, il fallait être un peu expert pour pouvoir s'occuper de la politique. Moi, je vois souvent des enfants en classe qui me demandent il faut faire quoi comme étude pour être député, et je leur dis rien de spécial en fait. Et je pense que c'est hyper important pour justement redire que le peuple se laissera pas exclure de la politique et qu'on laissera pas des décisions se prendre en notre nom sans qu'on puisse être là et sans qu'on ait notre mot à dire. Et je pense qu'on dit notre mot à dire assez fort et assez haut, et que ça permet, notamment dans la période où ils sont devenus minoritaires, de contrecarrer à de nombreuses reprises leur plan. On tourne cet épisode quelques jours après l'annonce de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2027. C'est toujours les mêmes discussions à gauche. Il y a des gens qui disent que c'est une erreur stratégique parce que Jean-Luc Mélenchon ne serait pas capable de rassembler. Mais on a envie de poser la question inverse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à gauche qui est capable de faire 22% au premier tour? Est-ce que cette critique, elle... J'adore les médias. C'est vraiment genre, les gens critiquent Mélenchon, mais bon, est-ce qu'il y en a qui sont mieux que lui? Je pose simplement la question, je ne fais qu'une interview. Mais donc... Elle a une résonance, tu trouves qu'elle c'est juste des gens qui
penses en intérêt C'est partisan sympa. ou c'est quelque chose qui peut vous poser une difficulté pendant la campagne? On nous l'a fait à peu près à chaque élection. Oui. Rappelez-vous, en 2022, on nous expliquait que de toute façon, la gauche ne pourrait jamais gagner l'élection présidentielle de 2022 et que de toute façon, ce qui se jouait, c'était 2027. Oui. Donc en fait, on nous le fait à chaque fois. En fait, ceux qui font ça, non seulement dégoûtent des gens, essayent de mettre le pays dans un espèce d'état de on peut rien faire, on peut rien changer, un état de désespoir absolu. Et je pense que le lancement de notre candidature et de la candidature de Jean-Luc Mélenchon montre au contraire qu'il y a une forte envie dans le pays d'inventer un autre avenir ensemble. Il n'y a qu'à voir le nombre de Un signatures avenir en commun? sur mélenchon2027.fr, c'est impressionnant. La dernière fois, on avait mis 4 jours à obtenir les 150 000 parrainages citoyens pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Cette fois-ci, on a mis moins de 24 heures. Et là, à l'heure où on enregistre cette émission, on est à peu près à 273 000, si je suis exact, soutien. Prédiction sur combien dans 10 jours, mais... Exactement. Mais ce qui est, en termes de dynamique, personne ne peut faire ça dans le pays. Enfin, je veux dire, c'est la construction d'une force politique. Et Jean-Luc Mélenchon, contrairement à toutes les caricatures qui sont faites sur lui, moi, je vous demande qui est-ce que vous connaissez autour de François Ruffin? Qui est-ce que vous connaissez autour de Raphaël Glucksmann? Vous ne connaissez personne. Alors que Jean-Luc Mélenchon, qui est décrit comme l'homme égotique par excellence, est celui qui non seulement a fait émerger toute une génération et une équipe, voire des équipes qui sont prêtes à gouverner. Et puis surtout, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un aventurier de ce qu'on fait en politique. Jean-Luc Mélenchon, il a une haute conscience du temps long dans lequel on s'inscrit. Nous, on fait pas la France insoumise pour s'imaginer être une fois ministre, Premier ministre, président, pour être les gestionnaires de la France pendant 5 ans. Nous, on fait la force politique de la France insoumise en pensant le temps long dans lequel on s'inscrit. Et c'est ce qui terrifie la gauche. Après, je vais pas refaire le truc, mais c'est ce qui terrifie la gauche, c'est qu'on fait la France insoumise pour tous les remplacer et pour tous les rendre ringards, en fait. Et justement, la manière dont on veut changer profondément ce pays et l'avenir qu'on propose notamment aux jeunes générations. La balle au PS, mais en même temps, c'est un bon résumé de ce qui est devenu le PS, quoi. Des gestionnaires qui font leur carrière de ministre et qui calculent leur bail, quoi. Genre, c'est... Donc, se voit cette en ce question moment, du quoi. temps long, elle est importante. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un extraordinaire candidat. C'est quelqu'un qui a une culture historique qui est immense, une profondeur politique, qui est quelqu'un qui est reconnu, y compris internationalement, par des chefs d'État, y compris parce que Jean-Luc Mélenchon est un des rares qui s'est toujours intéressé à l'international, ce qui n'est pas du tout le cas du reste des partis politiques, ni à gauche, ni à droite, ni nulle part. Qui arrive à évoluer sur ces questions aussi, parce que si on compare avec des positions précédentes, notamment la réflexion qui est en cours sur la Palestine et sur notamment l'opposition, complètement. Ça c'est une critique qui est souvent faite sur les précédentes positions de Jean-Luc Mélenchon en 2016, etc. C'est les soutiens de Ruffin ou de Roussel en parlent souvent sur les réseaux, mais c'est pour le coup le seul politique qui arrive à dire ok, j'évolue sur cette Il fait les questions et les réponses en même temps, c'est très bien, hein. question parce qu'on Oui, est vas-y. convaincu de ça ou ça. C'est bien, je Par suis heureux. exemple, en 2016, moi, je me rappelle que j'avais fait rencontrer à Jean-Luc Mélenchon un ami qui était à ce moment-là dans la plateforme Stop au contrôle aux faciès. Et Jean-Luc Mélenchon, pour plein de raisons dans son histoire, était encore dans un moment où il voulait dire je fais confiance à la justice, à la police, avait des difficultés à appréhender ce que c'était les violences policières. Et moi, je me Oh, c'est marrant qu'elle aille spécifiquement sur le terrain des violences policières. Parce que souvent, quand tu poses des questions à Mélenchon, en ce moment, il l'accepte de plus en plus, en ce moment, en interview. Il est moins à dire. Parce que pendant un moment, il est en mode non, j'ai pas évolué, j'ai simplement mis en cohérence mon logiciel humaniste avec. En mode, si, quand même. Du coup, t'as un peu évolué quand même. Maintenant, il admet un petit peu plus avoir évolué, mais encore un peu à demi-mot. Donc, c'est précis que Mathilde soit là en mode non, vas-y quand même. Oui, il a bougé, quoi. rappelle de cette discussion avec Issa où il lui dit, en fait, dès qu'on a 8, 10, 12 ans, dans un quartier populaire, notre lien avec la République, bon, c'est l'école, et sinon c'est la police, il n'y a que l'institut, que ça. Et en fait, dès 8, 10 ans, 12 ans, surtout quand tu es un jeune homme, on t'apprend que tu es étranger dans ton propre pays. C'est ça le contrôle aux faciès en permanence, en fait. Et par exemple, ça, Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui, aujourd'hui, le porte complètement. Oui. Enfin, je veux dire, c'est... Donc, il y a aussi le fait d'à la fois de discuter, d'être très en lien avec les... C'est vrai que oui, le truc sur la police républicaine, bon, ça reste un truc du programme dans la question de comment est-ce qu'on transforme la police, mais la présomption de république... Enfin, avant, tu avais un peu un discours de faut faire une police républicaine tout en donnant à la police actuelle une présomption de républicanité, en mode que non, mais si on leur donnait d'autres ordres, ils se comporteraient correctement. Et là, tu as de plus en plus un truc d'assumer de non, la police n'est pas républicaine aujourd'hui et il faut le fameux de la cave au grenier qu'on avait eu notamment beaucoup beaucoup avec le débat contre Zemmour en 2022, etc. Le truc vous obéirez, etc. Il a un petit peu plus affirmé que bah non, c'est pas juste des mauvais ordres qui sont donnés. En 2017, c'était un petit peu encore le discours, tu vois, le discours un peu de la bavure, même si on parlait pas trop de bavure, on parlait déjà
on parlait déjà un peu de violence policière. Mais le truc en mode, c'est des bavures, donc voilà, t'as bavé, quoi. T'as bavé. Mais si t'avais pas bavé, en fait, t'aurais été un bon flic, quoi. Différents mouvements sociaux, collectifs, intellectuels du pays, qui fait que, on est aussi capable de dire, de changer d'avis, d'avancer sur des questions, de faire avancer notre programme toujours en mieux. Et ça, c'est aussi une force de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et la stratégie de la France Insoumise, c'est pour le présidentiel, si évidemment, c'est un peu caricatural, mais est-ce que c'est d'augmenter la participation dans les bastions forts, dans les quartiers populaires, etc. Parce que j'ai l'impression que l'analyse que fait la France Insoumise des électorats, c'est toujours les électorats sont pas stables et on peut les faire augmenter. Et j'ai l'impression que le reste de la gauche se dit la question de la conquête électorale, ok, d'accord. Ok, pour gagner, j'ai 7%, il faut que j'aille récupérer les 12 de chez Macron, les 3 de je ne sais qui, et qu'il n'y a pas une volonté d'aller chercher un électorat qui n'existe pas, en fait. Déjà, le fait de vouloir faire une primaire, c'est déjà un signe de cet entre-soi, en fait. De dire, on va essayer de se convaincre entre gens déjà convaincus, de savoir qui est le meilleur. Puis après, on connaît l'histoire. Généralement, celui qui a gagné n'est pas soutenu par celui qui a perdu, qui va soutenir parfois un autre candidat. Enfin bon, bref, on connaît l'histoire. Donc, à mon avis, c'est assez juste comme analyse. Par exemple, nous, aux élections européennes, on a réussi à faire 1 million de plus. Moi, typiquement, ça, c'est le truc que j'ai appris avec les Insoumis. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu arrêtes de regarder la politique comme un gâteau qu'on se partage, qui est la vision gestionnaire, et que tu commences à la voir comme vraiment le cliché de on ne veut pas partager le gâteau, on veut augmenter la taille du gâteau. Quand tu arrêtes de le regarder comme un gâteau qu'on se partage et où tu as déjà un corpus de gens, etc. Oui, comme la mer, exactement. La mer, très bonne idée. Comme un fleuve qui suit son cours et qui prend de l'ampleur au fur et à mesure qu'il dévale la pente. Voilà. Je sais pas où je voulais aller avec ça. Mais oui, ça c'est vraiment un truc qui est au cœur de l'ADN insoumis, le truc de rompre avec cette vision gestionnaire de l'électorat, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois les gens ils disent il va chercher telle et telle communauté, t'es en mode genre non, vous ne comprenez toujours pas parce que vous ne pouvez que lire le monde politique en termes de communauté à séduire, en termes de part de marché électorale. C'est juste, en fait, on ne parle pas la même langue. Donc à chaque fois, nous, notre but, c'est pas juste dans les bastions forts, parce que je trouve que ça a été beaucoup caricaturé. Du fait notamment de Ruffin, je le dis très clairement. Par exemple, je ne sais pas dans le système Ruffin où est-ce que moi j'appartiens. Je veux dire, moi, je suis élu à Ivry-sur-Seine. C'est vrai que c'est une bonne question. Mais par exemple, moi, j'ai grandi à Saint-Privé-sans-Mémain, dans une ville de 4000 habitants, dans le Loiret. Donc, vous comprenez le problème, quoi. Bon, bref. Mais du coup, en fait, notre but principal, c'est de redonner le goût de la politique aux gens et donc de ramener massivement les gens aux urnes. Alors, évidemment, les endroits où il y a le plus d'abstentionnistes, il y a évidemment dans les quartiers populaires. Ça me semble pas si compliqué à comprendre. Je sais pas s'ils comprennent pas ou s'ils font semblant. Non, mais parce qu'en fait, voir le truc comme un gâteau que tu te partages et que comme une part de marché électoral, c'est pratique parce que du coup, ça te rassure sur le fait que t'as pas beaucoup de travail à faire. Il suffit de dire les bons mots aux bonnes personnes, les bons mots-clés, et ça va débloquer l'achievement, tu as convaincu tel groupe de personnes. Donc en fait, je pense que c'est juste que c'est consubstantiel au fait que c'est des gens qui bossent pas. Parce que s'ils admettent que le monde politique fonctionne différemment, ils sont obligés de se dire que ils peuvent pas juste être des héritiers politiques, quoi. Mais il y a aussi partout sur le territoire la question de la jeunesse. Il y a les plus précaires de ce pays, qui sont aussi ceux qui votent le moins. Et donc, nous, on est par exemple fiers, à la France Insoumise, d'être quasiment les seuls à faire tous les ans des campagnes d'inscription sur les listes électorales. Oui, moi, à l'époque, j'avais lancé les caravanes d'égalité des droits quand on avait lancé la France Insoumise. 2016. Ça existe depuis 2016, on le fait chaque année. C'était à la Caravane pour l'égalité des droits, incroyable. J'étais là au lancement. Sur l'accès à la citoyenneté politique, donc l'inscription sur les listes électorales, mais aussi à la citoyenneté sociale, donc l'accès aux droits. Et ça, c'est vraiment, moi, ça fait partie vraiment des trucs qu'on fait que je me suis dit, ah ouais, je milite au bon endroit, parce que j'étais vraiment en mode, j'arrive, je commence à militer, un de mes camarades me dit, ah viens, on va à Belleville pour le lancement de tel truc, etc. Il m'explique le bail un peu, et je suis en mode, ah oui, tu veux dire qu'on peut aller en bas des blocs, prendre une tablette et dire aux gens, t'as le droit à telle aide sociale, et qu'on peut dire, ouais, le non-recours, c'est un problème, mais qu'on peut aussi faire que les gens aient recours à leurs aides sociales. Pardon? Mais c'est vrai? On peut inscrire les gens sur les listes électorales. Oui, c'est vrai, parce que oui. J'ai vraiment genre... Et pourtant, c'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment du militantisme de terrain de base, tu vois. Mais le fait que penser que militer en politique, c'est pas juste distribuer des tracts et essayer de convaincre quelqu'un, et aussi c'est être utile ici et maintenant, moi, ça fait partie des trucs qui m'ont mindfuck, parce que c'est ce qui a contribué à ce que j'arrête de voir la politique de façon uniquement cynique, quoi. Donc bon. Quand on voit qu'il y a quasiment 11 millions de personnes... Les tablettes, ça se voit que vous militez à Paris. Bah non, si. Dans les caravanes, il y a toujours des tablettes. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Peut-être que oui. Peut-être que c'était une... Oui, je sais pas. Personnes dans notre pays qui sont non inscrits ou mal inscrits. Alors les gens prenaient leurs ordi, quoi. Inscrits parce qu'ils ont déménagé. Vous comprenez que c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur démocratique, de dire c'est pas normal qu'il y ait des millions de gens qui puissent pas donner leur avis sur ce qu'ils veulent pour le pays et pour eux-mêmes. Mais surtout, ce qui est délirant, c'est que depuis 2016, l'État refuse de faire des campagnes d'inscription sur les listes électorales. Parce qu'ils savent très bien que ceux qui ne vont pas voter... Ça, c'est un truc qu'on en a parlé avec Antoine Salès-Papou quand on l'a reçu en Zawatalk. Mais c'est quand même
comme une dinguerie que... Mais même sur le recours aux aides sociales. On dit, ah oui, le non-recours, c'est un problème, etc. Mais genre, pourquoi c'est pas automatique? Genre, pourquoi, genre, si l'État est capable de savoir à quoi tu as le droit, et en plus que maintenant, les trucs sont déjà pré-remplis, je sais pas, pour je sais pas, la prime d'activité, les bails comme ça, maintenant, c'est déjà pré-rempli parce qu'il y a la transmission automatique de tes revenus, etc. Pourquoi vous les versez pas direct, exactement? Pourquoi ça vous coûterait pas si cher à développer? Ça permettrait aux gens de sortir la tête de l'eau, parce qu'en fait, l'État a besoin du non-recours. Et bon. Ceux qui s'abstiennent massivement sont... Enfin, parce que l'État imagine que si moins de gens recourent aux aides sociales, ça va leur coûter moins cher, alors qu'en réalité, ça leur coûte plus cher. Mais bon, ça, c'est encore un truc, une logique de boutiquier typique de l'État néolibéral. Ils font 2 pauvres campagnes de pub sur l'inscription à liste électorale. Ils disent qu'ils luttent pour inscrire les gens. MDR, GDS, les macronistes. Mais oui, rien que le fait que... Pourquoi l'inscription n'est pas automatique, genre? Pourquoi, genre ou alors, pourquoi vous n'envoyez pas des formulaires, je sais pas, dans la boîte aux lettres ou un truc comme ça, ou pour dire « Hey, bonjour ». Les municipales, c'est pire que ça. La mairie PS a radié 8000 électeurs sous prétexte de mise à jour. Résultat, il y a plein de gens qui sont venus voter dans leur bureau de vote, mais qui ont été refusés. Oui, bah oui. Mais oui, je me rappelle au municipal, t'avais plein de gens qui étaient baladés de bureau de vote en bureau de vote parce que tout à coup, tout avait changé et tout. Enfin, ouais. Donc nous, on est fiers de faire ce travail-là. Et puis quand même quelque chose qui donne de l'espoir. C'est automatique. Non, la première inscription est automatique. Et en fait, le problème, c'est que les gens quand les gens sont pas inscrits, en fait, ils sont mal inscrits. C'est-à-dire que le fait que pour les jeunes, l'inscription est automatique uniquement sous condition d'avoir fait la JDC. Ah ouais? Ah, parce que c'était recensé. La JDC, ça permet de faire le recensement et du coup, ils t'inscrivent automatiquement sur les listes. Mais en fait, oui, c'est que la plupart du temps, les gens sont souvent mal inscrits. En fait, c'est-à-dire qu'après un déménagement, après avoir bougé, etc., ils se réinscrivent pas et du coup, ouais, ils sont inscrits quelque part, mais ils peuvent pas voter à l'endroit où ils sont inscrits, quoi. Et souvent, ils savent même pas où ils sont inscrits et t'as un truc de... En fait, c'est pas compliqué. Plus c'est compliqué d'avoir accès aux droits civiques, plus les gens s'en désengagent aussi, quoi. Donc voilà. C'est fou, en plus, mon inscription n'était pas automatique et j'ai fait la JDC. Peut-être que c'est nouveau, que c'est un nouveau truc. Moi, je crois que je me suis inscrit manuellement sur les listes électorales en 2016. Peut-être parce que j'étais mineur quand j'ai fait ma JDC. Mais il me semble... Alors, je suis juste allé vérifier mon inscription. Je sais plus. Ah, bonne question. Inscription automatique à ton recensement à 16 ans, mais à condition de pas déménager en 18 ans. Ok. Oui, bon, du coup, j'ai dû juste vérifier alors. Je trouve pour la campagne de 2027, c'est que on a quand même 4,2 millions de jeunes qui ont eu 18 ans entre 2022 et 2027, donc ils vont pouvoir voter pour la première fois. Et on a quand même la chance d'avoir dans ce pays une jeunesse qui est massivement antiraciste, antifasciste, féministe, consciente des enjeux écologiques. Et puis l'autre chose, c'est moi quelque chose qui me parle particulièrement. C'est ce dont parle Vincent Tibéry dans son livre « La France est-elle de droite ?» Il dit, pour la première fois, on observe une socialisation à l'envers. En fait, il dit pendant des années, pendant des décennies, la socialisation, elle se faisait du haut vers le bas, c'est-à-dire des générations les plus âgées vers la jeunesse. Un professeur dans une école, des grands-parents ou des parents dans une famille, etc. Et il dit, pour la première fois, on voit l'inverse. Et l'exemple parfait, c'est ce qu'on a réussi à faire avec les associations féministes, c'est l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Pourquoi ? Depuis 50 ans que l'avortement est légalisé en France, il n'y a jamais eu de vote favorable du Sénat. Donc pour changer la Constitution, il faut voter dans les mêmes termes, Assemblée, Sénat. Oui. Est-ce que c'est si vrai que ça, que ce soit la première fois? Parce que d'un point de vue aussi massif, oui, la socialisation à l'envers, tu l'étudies en cours de... Enfin, j'avais étudié en cours de sociologie au lycée. Donc ça, oui. Mais est-ce que c'est la première fois qu'il y a un mouvement de jeunesse aussi puissant qui impacte les parents aussi? Oui, j'imagine, parce que quand tu penses au cliché auquel tu penses quand tu dis un mouvement de jeunesse, c'est mai 68, c'est une opposition générationnelle. Bah non, pas tant que ça, parce que t'avais aussi les mouvements ouvriers qui sont aussi politisés à la rencontre du monde étudiant sur certains sujets, et même qui n'ont même pas eu besoin de rencontrer le mouvement étudiant, mais où tu as eu aussi une politisation féministe. Peut-être qu'aujourd'hui c'est juste plus massif et que c'est pas juste cantonné aux mouvements sociaux déjà en mouvement, quoi, j'imagine. C'est impossible, puisque en 50 ans, il n'y a jamais eu de vote favorable du Sénat, donc ce que faisaient les lois, c'est qu'elles allaient à l'Assemblée. Au Sénat, ils votaient contre, et puis le dernier mot allait à l'Assemblée qui votait pour. Oui. Et d'ailleurs, avant que nous, on arrive à le faire voter pour la première fois dans notre niche parlementaire, en septembre, il y avait eu une tentative au Sénat, et cette tentative avait échoué. Alors pourquoi est-ce qu'en février d'après, au Sénat, la constitutionnalisation du droit à l'avortement a été votée? Ça, c'est des sénateurs et sénatrices qui racontent que leurs filles, petites filles, nièces, sont venues les voir et leur ont dit: je ne viendrai plus jamais te voir à Noël, je ne viendrai plus jamais te voir aux vacances, bref, je ne viendrai plus jamais te voir si tu ne votes pas en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps. Et du coup, ça a fonctionné et ça a même continué le processus puisqu'il y a... Oui, pour moi, c'est plus une anecdote qu'un mouvement profond. Je ne sais pas comment Tibéry en parle dans son bouquin. Je ne sais pas si c'est exactement le même exemple que Mathilde Panot a donné, mais pour moi, c'est plus de l'anecdote qu'autre chose. Parce que pour moi, la socialisation inversée implique aussi qu'il y ait un rapport d'enseignement et donc un rapport de subordination des vieux aux plus jeunes. Moi, l'exemple qu'on m'avait donné quand j'avais étudié ce concept, c'était l'exemple des jeunes qui expliquent à leurs grands-parents comment utiliser un téléphone ou comment utiliser une tablette ou un ordinateur et tout. Et qu'en gros, ce que j'avais retiré du concept, alors peut-être que le concept a changé, a évolué depuis, mais ce que j'avais retiré du concept, c'est pas tant le fait d'enseigner quelque chose qu'un jeune apprenne quelque chose à un vieux, voilà, mais c'est qu'un jeune ait de l'autorité
l'autorité sur le vieux. Mais oui, du coup, j'imagine que du coup, si en fait ça rentre dans l'exemple, parce que du coup, les jeunes qui disent à leur vieux papy sénateur, je vais plus jamais te voir, c'est qu'ils font une preuve d'autorité sur une personne plus âgée et qu'on rompt avec l'autorité naturelle du vieux sur le jeune. Qu'en vrai, oui. Oui, c'est un exemple parmi d'autres, mais oui, en fait, si du coup, en fait, c'est moi qui suis con. En fait, ça rentre totalement dans le truc. Parce que si tu déplaces ça, non pas sur est-ce que les jeunes enseignent quelque chose aux vieux, mais est-ce que les vieux reconnaissent l'autorité des jeunes sur des sujets, dans ce cas là-dessus, elle a raison et il y a une inversion du rapport de force. Hein. Peut-être sur les réseaux sociaux aussi, avant la télé a dominé pendant plus de 60 ans. Oui, aussi, oui. Mais parce que voilà, moi je voyais beaucoup la socialisation rétroactive au travers des réseaux sociaux et du numérique. Mais c'est vrai que vis-à-vis du mouvement social et des mouvements sociaux, notamment féministes et tout, en vrai, oui, on a observé ça, quoi. Encore plus de votes au Congrès quand on a rassemblé Assemblée et Sénat que le cumul des votes qui avaient vraiment eu lieu à l'Assemblée et au Sénat. Et donc, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, allez parler à vos grands-parents. Parce que nous, les grands-parents, on les touche pas. Enfin, souvent, ils sont touchés par la télé ou autre. Et en fait, cette socialisation inversée, on va la voir dans les votes aussi, j'en suis certaine. Non, mais c'est déjà le cas. Enfin, je pense que moi, ma grand-mère en Tunisie, elle vote pour qui je lui dis de voter. Hein, donc, Par exemple. non, mais, c'est un exemple de socialisation inversée. J'ai précisé en Tunisie pour qu'il n'y ait pas ensuite une polémique de j'oblige ma grand-mère à voter les filles ou je sais quoi. Bah, du coup, c'est pire. Tu l'obliges à voter pour un truc qui est même. Du coup, c'est encore pire. Tu rajoutes le soupçon d'arabité par-dessus, quoi. Je voulais te parler encore de. C'est pourtant un très bon conseil. Oui, je voulais te parler de ce contexte à gauche. Il y a toujours un petit côté où on se demande si certains sont vraiment candidats à gauche pour gagner ou s'ils y vont juste, comme tu l'as dit tout à l'heure. Avant, en 2022, ils disaient non, mais c'est pas la bonne élection. La bonne élection, c'est 2027. J'ai l'impression que en faisant un peu de sciences politiques, est-ce qu'ils y vont uniquement pour les législatives, pour avoir l'exposition médiatique qui va avec. Il y a un petit côté, je sais pas s'il y a un problème de sincérité politique dans la chose, de dire non, on peut gagner sur cette ligne-là, sur cet agenda-là, alors que... la question de vas-y dunk sur les petits candidats qui sont là pour rien. Alors que l'idée, c'est plutôt d'exploiter la campagne comme outil pour les législatives. Il y en a, c'est une campagne de notoriété. Il y en a d'autres qui, effectivement, ne pensent déjà qu'aux législatives et aux places aux législatives en se disant déjà que les présidentielles, c'est perdu. Donc ça, c'est évident qu'il y en a beaucoup qui font ça. Et par ailleurs, je trouve que ça donne un spectacle un peu lamentable, en fait, quand on regarde la manière dont ils sont tous... En fait, comment tu veux que ça n'augmente pas le cynisme et le tous pourri si tu vois que c'est évident que des gens qui sont censés être dans des grands partis, etc., ils vont que pour négocier des places derrière, quoi. En train de se pouiller entre eux. De se pouiller, ça c'est un terme mélenchoniste, ça. Nous, quand même, dans la grande force, quand Jean-Luc Mélenchon dit « nous, c'est carré, on a un programme, une équipe et un seul candidat », en fait, même, c'est agréable. Oui, c'est pas juste que c'est carré et que nous, on est en ordre de bataille alors que les autres sont aux fraises en train de faire je ne sais quoi. C'est que c'est agréable, en fait. T'inquiète, tu peux le dire que les autres, ils sont aux fraises. De ne pas passer son temps à critiquer les camarades avec qui tu mènes la lutte, à baver les uns sur les autres, à faire des complots les uns sur les autres, ce qu'ils ne cessent de faire. Et puis peut-être quand même en conseil qu'il faudrait leur rappeler. Mais ça, c'est un gros truc des partis traditionnels, c'est le truc qu'on répète tout le temps. Mais la démocratie interne, c'est aussi passer ta vie à faire campagne à l'intérieur du parti au lieu de faire campagne à l'extérieur, quoi. C'est-à-dire que même quand tu vas négocier des trucs à l'extérieur et quand tu vas militer à l'extérieur, c'est en espérant que les autres, tes camarades de parti qui sont pas dans le même courant que toi, se voient à la route coupée une fois que toi t'auras gagné, quoi. Bon. Comme il s'appelle souvent la gauche non mélenchoniste, détester Mélenchon et la France Insoumise, ce n'est pas un programme. Et donc, en petit conseil pour eux, il ferait mieux d'arrêter de parler de nous, d'arrêter de parler sans cesse de Jean-Luc Mélenchon, et puis peut-être de commencer à faire des propositions au pays. Oui, bonne conclusion. En vrai, je vais pas aller plus loin que ça pour l'interview parce que je commence à être vraiment épuisé et que même si j'ai mangé 3 pims, là, je recommence à avoir hyper faim. Mais je trouve que c'est un bon truc pour finir l'interview. Bon, on en a regardé que la moitié. En tout cas, pas mal. Je trouve que c'est cool qu'elle ait parlé un petit peu de ses débuts militants, du rapport un petit peu, qu'on ait pu un peu parler de la violence que ça peut être d'arriver dans un milieu militant avec des gens qui ont leur propre mépris et leur propre façon un petit peu de t'exclure aussi de certains cercles. Mais en tout cas, c'est plutôt chouette. Il y a des moments où j'ai beaucoup moins réagi, mais je trouve que les parties où elle parle de son parcours et les parties où elle a parlé de la difficulté qu'il y a un peu à militer, des plafonds de verre et de elle, comment elle a réagi par rapport à ça, c'était plutôt chouette. Et ça fait du bien de voir Mathilde Panot dans ce genre de cadre aussi. Parce qu'on l'a beaucoup vu à l'Assemblée, on l'a beaucoup vu parfois un peu moins dans les médias ou du moins un peu moins mise en avant par les fanzos de Twitter. Mais je trouve qu'elle gagne vraiment à être connue, Mathilde Panot, là-dessus pour le coup. Donc voilà, ça l'humanise beaucoup. Ouais, énormément. Pas qu'elle manque d'humanité, mais que justement c'est une personne hyper chouette et qui gagne à être connue, quoi. Voilà. Et je dis pas du tout ça parce que je le pense personnellement.
C'est madame la présidente. Bah oui, c'est madame la présidente qui s'occupe du groupe parlementaire. Elle a un peu le mauvais rôle aussi, à devoir un peu être la garde-chourme des insoumis à l'Assemblée, quoi. Ça doit être fatigant aussi, la pauvre. Mais oui. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.